Nous nous retrouvons pour commenter les propos des dirigeants et autres personnalités qui sont prononcés sur divers sujets de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Bienvenue à nos chers invités, ceux-là qui nous accompagnent toutes les semaines. Merci à vous. Bonjour à vous, Adrien Moussou. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Adrien Moussou est journaliste, tout comme Jacques Boko. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Monsieur Kassa et bonjour aux téléspectateurs. Nous allons suivre tout de suite le tout premier extrait. Ça nous amène droit en Algérie. Je suis un journaliste et non un criminel. Le journalisme que je pratique ne menace pas la sécurité du pays, mais le protège. C'est Khaled Draneni qui a parlé, l'Algérien Jacques. Vous avez suivi? Ah oui, Algérie, vraiment, il faut d'abord dire que c'est l'un des pays du Maghreb où il ne fait pas bon vivre pour les hommes des médias, je l'avoue, parce que d'abord quand vous voyez le classement de Reporters sans frontières... Ils sont au fin fond, là-bas. Ouais, par exemple, en 2020, c'est carrément 146e sur 180 pays, donc pratiquement la lanterne rouge. Donc ça veut dire qu'en matière de traitement des professionnels des médias, en matière de liberté d'expression, la vie n'est pas rose là-bas. En témoigne cette privation de liberté infligée à notre confrère. Heureusement, il a été libéré, mais il faut quand même condamner ce qui lui est arrivé parce qu'il ne faisait que couvrir des manifestations. C'est vrai, anti-pouvoir. On l'a traité de tout. Moi, je pense que non, il faut reconnaître aux journalistes le rôle qui est le sien. C'est vrai, le journaliste n'est pas un super-homme, mais il n'est pas sans connaître les principes basiques de son métier. Quand même, c'est le correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières. Ces deux structures ne peuvent pas choisir n'importe qui. Donc, si elles ont porté ou choisi Draneni, c'est parce que certainement il est professionnel. On n'est pas allé choisir un kidam pour être le représentant ou le correspondant de ces deux structures. Donc, je dirais peut-être que le pouvoir veut peut-être servir de notre confrère, se servir de notre confrère comme un bouc émissaire pour le jeter en prison. Mais c'est dommage que ça arrive ainsi, surtout avec certains pouvoirs qui prennent pas ces mêmes médias, certains acteurs qui prennent pas ces mêmes médias pour accéder au pouvoir et après veulent couper la branche qui leur a servi pour accéder au pouvoir. Adrien est condamné pour avoir fait son travail. On peut le dire? Vous comprenez bien que c'est la sorte de l'entendement. Hein. C'est là que le journaliste n'est pas là pour les beaux yeux d'un pouvoir. Mais si le pouvoir n'a rien à se reprocher, et si tel que le journaliste est dans son rôle, il fait le travail comme il se doit, la conscience professionnelle au point, je ne pense pas qu'on puisse avoir peur de ce qu'il fait comme métier. Il a couvert une actualité anti-pouvoir, c'est ce que dit. Alors là, mais si tel que le pouvoir est dans le feu de l'action, il faut bien que les acteurs du pouvoir supportent de voir d'autres personnes être témoins de ce qu'ils font. Il revient aux journalistes de relayer ce qui se fait. Et vous savez que notre rôle n'est ni d'être du côté du pouvoir, ni de qui que ce soit, mais mass média, dit-on, nous devons servir de relais entre et le peuple. Et le pouvoir ne sont pas non plus des justiciers. Mais il se fait que parfois, nous relayons ce qui est là, les faits. Mais si tel que les faits sont tels que les hommes du pouvoir ont des choses à se reprocher, mais il ne doit pas s'en prendre aux pauvres journalistes qui n'est que dans son rôle, faisant son travail. Ils doivent faire leur introspection pour savoir à quoi s'en tenir. Donc, il ne sert à rien de trouver un bouc émissaire à la personne de notre confrère Khaled Draneni. Cela arrive souvent aux journalistes qui opèrent dans le secteur privé, Jacques. Dans le public, on vous met au garage tranquillement, non? Tout à fait. C'est une bonne parade pour justifier les prises de position, ou bien parfois c'est le journaliste qui fait son travail en toute conscience, avec le professionnalisme qu'il faut, mais on trouve que
soit il a fauté ou bien il a pris position. Encore que, bon, le journaliste peut quand même être critique. Le journaliste n'est pas là, comme l'a dit M. Amoussou, pour les beaux yeux d'un pouvoir. Et peut-être que ils se sont servis du même journaliste hier pour accéder au pouvoir. Pas forcément qu'ils l'ont utilisé, peut-être qu'il les a aidés d'une manière ou d'une autre, peut-être à publier des choses. Mais aujourd'hui, on le prend en adversité. Moi, je pense que c'est trop flagrant. Quand il est dans l'opposition, le journaliste relayait leur opinion en tant qu'opposant. Bien sûr. Bon Voilà, il était un bon professionnel. Maintenant, du côté du pouvoir, peut-être comme il refuse de les rejoindre, alors il faut le taxer d'opposant et lui coller quelque chose pour qu'il disparaisse du champ, qu'il voit mieux. Moi, je pense que ce n'est pas bien. Non, il faut, je le disais tantôt, il faut d'abord voir les deux structures qu'il représente en Algérie. C'est quand même TV5, c'est quand même Reporters sans frontières, qui ne sont pas bien vus par les pouvoirs. TV5, c'est en griffe la France. Et vous savez comment ça se passe. On dit que la France prend position contre certains pays africains. Reporters sans frontières, les classements, ce n'est pas souvent favorable pour certains pays, dont l'Algérie. Donc, est-ce que les gens ne voulaient pas profiter de ça pour lui coller quelque chose à la peau? Moi, je pense que non, et il faut pas en arriver là. Mieux, si les gens estiment qu'il a fauté professionnellement, il y a quand même le droit de réponse pour rétablir les faits. Pourquoi on ne rétablit pas les faits? On a même dit qu'il allait poster quelque chose sur sa page Facebook, qu'il appelle au soulèvement. Je pense que c'est trop poussé. Non, le journaliste n'est pas l'ennemi d'un pouvoir. Le journaliste est là pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc, on dit qu'il peut faire mal en éclairant. C'est ce que disent les tortionnaires des journalistes. Normalement, si vous êtes animé d'une bonne intention, vous ne pouvez pas tirer la conclusion sur laquelle le journaliste peut faire mal en éclairant. Mais non, bien au contraire, c'est pour vous amener... Je torpille, c'est le journaliste qui éclaire. Oui, c'est pour vous amener... Qui permet à la population de comprendre ce que je fais. Pourquoi vous devez torpiller? C'est la loi qui vous demande de torpiller. Pourquoi vous devez torpiller? Non. Si c'est que vous êtes porté candidat pour être... le premier de vos compatriotes pour diriger la République, mais vos œuvres doivent être de bonnes œuvres. Vous devez agir conformément à la loi, encore que lorsqu'ils parviennent au pouvoir, c'est eux qui vont changer les lois en leur faveur. C'est une sorte d'absolutisme qu'on essaie d'instaurer et le journaliste n'a pas droit de piper un seul mot. Donc vous comprenez que l'un à l'autre, ces dirigeants n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes parce qu'il faut bien qu'ils soient dans le feu de l'action. Au moment où le journaliste également est dans son rôle, commente ce qui se passe, commente l'actualité dans le pays. Et Jacques, le secrétaire général de Reporters sans frontières, il dit, dans ce cadre-là, il y a une liberté en lui que la prison n'atteignait pas. Oui, il y a une... Il y a une liberté en lui que la prison n'atteignait pas. Voilà. Donc moi, ça veut dire qu'on reconnaît en ce journaliste-là un professionnalisme. Et si j'ai bien compris la pensée du secrétaire général de Reporters sans frontières. Non, celui dont il s'agit... Vous l'avez coffré pour rien. Oui, vous l'avez coffré pour rien. Et la preuve, devant les tribunaux, il a répété une phrase. Je ne suis pas un criminel. Quand il est sorti, il a répété la même phrase. Donc, il est resté égal à lui-même. Il sait en sa conscience que lui n'a fait que son travail. Il l'a défendu, même devant les juges, même à sa sortie, il a tenu les mêmes propos. Donc, je pense que celui dont il s'agit, bon, on ne peut pas le choisir comme ça. On n'est pas correspondant de ces médias-là ou de ces structures-là qui veut. C'est quand même des structures bien respectées et respectables. TV5 Monde ne peut pas choisir n'importe qui pour être son correspondant en Algérie, et Reporters sans frontières non plus. Donc, je ne doute pas, moi en tout cas, du professionnalisme de ce journaliste, même s'il doit prendre position. C'est sûr qu'il sait les limites de ses prérogatives. Ça vous dit quoi, Adrien? Il y a une liberté en lui que la prison n'atteignait pas. Oui, vous savez, certainement, la trempe et la carrue, je dirais, de ce journaliste l'a fait que certains ont à craindre généralement lorsqu'on doit apprécier ce qu'il fait à sa juste mesure. Vous comprenez bien. Donc, mais il y a ceci de fondamental. Allez-y. Mais pourquoi est-ce qu'un simple journaliste
peut pour autant ébranler votre pouvoir. Mais si c'est que vous êtes tout puissant, mais je ne pense pas. Un simple journaliste ébranle votre pouvoir. Oui, parce que vous l'avez insinué tantôt, quand c'est beau que le journaliste relaie, vous êtes content. Pourquoi ne voulez-vous pas souffrir? Qu'ils disent également que mais ça là, ce n'est pas bon. Vous êtes Dieu. Ah, pardon? Vous ne vous trompez pas, vous ne faites jamais mal. Alors là, hein, donc, vive cette république là où les tout-puissants chefs d'État peuvent décider avoir droit de vie et de mort sur tout le monde. Mais bon, malheureusement, il y a quelque chose, hein, il y a la mort qui parfois vient vous dire stop, vous ne pouvez pas. Cela voudra dire que, in fine, vous n'êtes pas Dieu, vous ne saurez être Dieu, qui que vous soyez, quel que soit ce chef d'État là. Que vous soyez, vous ne pouvez pas être Dieu. La place du journaliste n'est jamais en prison, Jacques. Absolument. Ça, il faut le dire, quelle que soit la faute professionnelle. Bon, encore que c'est rare d'avoir désormais, comme par le passé, des radios mille collines. Je pense qu'on a dépassé ça. Il y en a combien dans le monde? On a dépassé ça depuis que cette fameuse crise est arrivée au Rwanda. Je pense que les professionnels des médias ne sont pas des idiots. Ils maîtrisent bien la législation qui régit leur profession et ils le font si bien. Bon, lorsque vous n'êtes pas d'accord, surtout lorsque vous êtes le pouvoir, vous pouvez aller quand même répondre, vous pouvez apporter votre droit de réponse. La loi vous l'autorise. Les gens en sont conscients. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que quand on est de l'autre côté, avant d'accéder au pouvoir, on fait des propositions ou des promesses mirobolantes. On dit qu'une fois qu'on accède au pouvoir, on va démocratiser tout, on va libéraliser tout. Mais une fois au pouvoir, on verrouille tout, on bâillonne la presse, on ferme des médias. Quand même, c'est dû à quoi ça, Adrien? Mais vous comprenez bien que... Qu'est-ce qui fait changer en quelques semaines? Il n'y a que ceux-là qui se livrent à ces gens, qui prennent du moins ces gens d'initiative, qui peuvent vous donner la vraie réponse. Mais tous est-il qu'ils connaissent le poids et la puissance des organes de presse, parce que Jacques l'a évoqué tantôt, quand ils sont dans l'opposition, quand ils sont en difficulté, lorsqu'ils ont maillé à partir avec leurs prédécesseurs, alors là, mais la presse est dans de bonnes grâces. On fait la cour à la presse pratiquement, on fait la cour aux journalistes. Aidez-nous à nous débarrasser de celui-là. Aidez-nous, nous sommes dans un carcan. Il n'y a que vous, il y a que vous pour nous aider à trouver la solution. Un morceau avalé, point de goût. Une fois qu'on a ce qu'on veut là, mais c'est fini. Il faut que la galère, la presse, on s'en contrefiche. Complètement. Hein. Nous passons au second extrait de ce numéro. Nous sommes avec le secrétaire général de l'ONU. Il dit quoi? La pandémie est un prétexte utilisé par certains États pour réprimer et abolir les libertés. Adrien. Oh là là, venant de Antonio Guterres. Il n'a cité aucun pays. Pourquoi? Non, il n'a cité aucun pays. Pourquoi? Oui. À ce niveau-là, il a peur de qui? Pardon? À ce niveau. Non, pas forcément qu'il ait peur de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas qu'en Afrique que nous avons ce cliché-là. Même dans certains pays, en Asie, sur d'autres continents également. C'est vrai. Lorsque ceux qui sont tout puissants aux affaires, eux, ils ont des initiatives à prendre, à concrétiser, mais eux, ils déroulent. Et une fois qu'ils ont fini de dérouler, alors on commence à vous rappeler les effets dévastateurs de la pandémie. Vous comprenez bien? Et qu'il faille désormais faire attention. Donc, l'un à l'autre, là, ce qu'il vient de dire, là, doit valoir cas de conscience pour ceux-là qui dirigent un peu partout, pas forcément en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, nous assistons trop souvent... D'être champion, c'est ça? Justement, il ne faut pas le nier. Donc, certainement que le secrétaire général de l'ONU a dû observer la situation et s'est rendu compte par lui-même que la pandémie du Covid-19, c'est du prétexte de paravent à certains qui veulent exagérer dans ce qui se fait. À ce niveau-là, il est préoccupé, Jacques. Oui, mais il est préoccupé pour quel résultat, quelle sera la suite de cette déclaration. C'est vrai, il a mis le pied dans les plats, mais qu'est-ce que ça peut corriger? Est-ce qu'il peut aller forcer la main à ces dirigeants qui... Autant se taire, vous voulez dire? Non, on ne se tait pas, mais bon, qu'est-ce que ça va changer? Vous savez, surtout
En temps d'élection, on exploite à fond ce prétexte-là pour verrouiller les choses. Soit on vous confine pour que vous n'allez pas dans la rue manifester, soit c'est campagne médiatique, il n'y a pas de campagne, vous suivez ça à la télévision, ou bien c'est couvre-feu pour que vous n'alliez pas assister au dépouillement dans les bureaux de vote. On dit qu'il y a couvre-feu à partir de 19h ou bien 20h pour vous empêcher d'aller voir les résultats sortis des urnes. Vous voyez, donc le prétexte est tout trouvé. Maintenant, il a tiré la sonnette d'alarme. Pour quel résultat? Est-ce que ces dirigeants qui le font vont, rebrousser chemin, vont cesser de le faire? Qui pour les arrêter? C'est ça la question. Parce qu'on va même jusqu'à priver certains de leur liberté. La liberté aussi, c'est le droit de vote. Il y en a qui ne votent pas parce qu'il y a coronavirus, on met ça là devant, on s'en sert de paravent pour empêcher certains d'aller exprimer leur vote. Donc voilà autant de tableaux que nous venons de dépeindre. Maintenant, qu'est-ce que ça pourra corriger réellement? Vous voyez, au Congo, Brazza, on vous dira que depuis mars 2020, on observe ce couvre-feu à partir de 20h. Dans l'intérêt supérieur des populations, Jacques. Tout à fait, oui. La santé des populations doit préoccuper, je suis d'accord. Mais M. Amoussou l'a dit, dans le même temps, on constate d'autres violations, des violations de la part de ces mêmes dirigeants qui peut-être sont sans masque, ou bien ce sont eux qui haranguent la foule, et sans aucune mesure. Vous voyez, après avoir fini de faire leur jeu, leur coup, eux maintenant, ils rappellent les mesures. Donc, voilà, nous sommes dans ça. Qu'est-ce que ça peut corriger? Il ne manque pas d'idées, ces messieurs, Adrien. Ces dirigeants-là, ils ne doivent pas en manquer, justement. Idées noires, oui. Bon. Vous savez, vous l'insinuez tantôt, contrairement il y a des décennies en arrière, certains responsables des institutions les plus huppées du monde n'ont plus le courage d'interpeller les dirigeants. Et quand il faut les interpeller, et c'est après coup, c'est après massacre, c'est après violence, c'est après drame, que vous voyez ceux-là jouer les messieurs bons offices. Nous l'avons souvent déploré. Oui, c'est vrai, c'est un pas qu'a fait le secrétaire général des Nations Unies. Mais nous aurions souhaité qu'il fît davantage. En cela, justement, que c'était bon qu'il interpelle, qu'il nomme ceux-là, ces pays-là, dans lesquels il y a ce genre de situation. Et au besoin d'aller au-delà pour quand même faire comprendre aux dirigeants que ce n'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire là. C'est pas heureux, il faut finir avec ça, Jacques, c'est ça? Il faut finir avec ça, tout à fait, et laisser les... Vous seul, au dépouillement, c'est rigolo, ça? Oui, c'est rigolo, justement. Vous êtes seul à dépouiller. Voilà. Vous proclamez ce que vous voulez comme résultat, finalement. Autant dire qu'il n'y a pas élection, carrément, pour, comme je le dis souvent, prendre l'argent et... Ils n'ont même pas honte, Jacques. Moi, c'est ça. Au Covid, si tu n'avais pas existé, il fallait te créer ou t'inventer. Voilà. Maintenant, on a trouvé la bonne parade, on a trouvé le bon prétexte, et on s'en sert à foison, on en abuse même parfois. Non, ça ne se passe pas. Ailleurs, surtout en Occident, vous n'allez pas... Bon, c'est vrai, ça c'est pour la bonne cause que les gens font les couvre-feux. Mais en Afrique, ça s'utilise à fond et à tort et à travers. Donc, je pense que non, c'est rigolo, comme vous l'avez dit, et simplement triste. Les libertés, ça ne s'achète pas. Je pense que ça, c'est un droit. Il faut laisser les pauvres populations juste rappeler les gestes barrières. Ceux qui ne les observent pas, les contraindre au respect des mesures barrières et mettre en place les mécanismes qu'il faut pour contrer ce mal-là, que d'enfermer les gens, que d'embrigader les pauvres citoyens qui n'en sont pour rien. Voilà. Et nous sommes maintenant au Congo-Brazzaville avec le président de la conférence épiscopale. Il dit « L'Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. » L'Église catholique revendique le devoir d'ingérence, peut-on dire, Adrien? Non, il ne s'agit pas d'un devoir d'ingérence. L'Église catholique, tenant compte de sa doctrine sociale, mais doit demeurer dans son rôle. Qui est? Comment pouvez-vous prêcher la bonne nouvelle
prêcher la bonne nouvelle et être du côté des oppresseurs, M. Kassa. Mais non, vous serez complètement en déphasage. Et c'est heureux qu'au niveau de la conférence épiscopale du Congo, Congo-Brazza s'entend, ces évêques-là aient le courage maintenant de monter au créneau pour dire ce qu'il y en a. Pourquoi parlez-vous de courage, Adrien? Ah oui, parce qu'au niveau de certaines conférences épiscopales, c'est motus bouche cousue. Il y en a? Ah, il y en a justement en Afrique. Dans le monde? Ah oui, il y en a. Je dis d'abord en Afrique. Laissons le monde. D'abord en Afrique. Ah, depuis quelque temps, c'est motus. À ce niveau-là, ils se bouche taisent? cousue. Bon. Ils se taisent de sorte que vous posez des questions. Ont-ils peur de quoi? Ils ont peur d'annoncer l'évangile. Parce que c'est l'évangile, l'amour du prochain, lorsqu'on doit décliner ce que ça comporte, le vivre ensemble. Et oui, l'Église a un droit de regard. Parce que c'est à travers le vivre ensemble que vous cultivez l'amour du prochain. Et si tant que vous devez cultiver l'amour du prochain, mais vous ne devez pas vous taire face à certaines situations dans ces pays-là où nous avons des conférences épiscopales, des religieux, des prêtres. Mais non, vous vous rappelez que dans certains pays, avant la conférence nationale, avant les différentes conférences nationales, certains évêques sont montés au créneau. Moussengo, vous avez son nom? À visage découvert, pour quand même dire au chef d'État, au président, au prince, au roi-clé du moment, mais ce qu'on fait, c'est pas bon. Ils ont pris position. Ils ont pris position. Parce que c'est l'autre archevêque anglican, Desmond Tutu, pour ne pas le nommer, qui dit que lorsque vous vous taisez face à des situations d'injustice, c'est que vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Et il est inconcevable. Il sera inconcevable que des religieux, des hommes qui se disent proches de Dieu, qui plus est des évêques, des archevêques, des cardinaux, demeurent passifs et silencieux face à certains drames, certaines situations qui peuvent amener au drame, se taisent, demeurent silencieux pour voir faire, laisser dérouler. Mais non. Ils ont bien fait de réagir. Vivement qu'au niveau de certaines conférences épiscopales, cela fasse des émules, que ceux-là essaient également de réagir. Réagir, dire la vérité en face aux interlocuteurs, aux dirigeants, à ceux-là qui sont en conflit, qu'on soit de l'opposition de la mouvance. On ne dit pas qu'il faille que nos évêques et autres hommes religieux s'érigent en donneurs de leçons ou en justiciers, les en faut. Mais qu'ils donnent de la voix, qu'ils montrent au créneau pour dire Jacques, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Michel, ce que vous faites, ce n'est pas cela. C'est pas ce qu'on s'est dit. Il y a un minimum. Et oui, parce qu'il n'est pas dit que tout le temps, l'Église doit demeurer apolitique. Mais non, le chrétien doit faire la politique, mais à bon escient. C'est cela, Jacques? Absolument. Et s'il faut les classer, on les classe où? Les confessions religieuses font partie de la société civile, comme les journalistes. Et ce que nous venons de dire pour les médias, la presse, vaut pour les églises. On leur demande de donner juste la communion de ce terme. Non. Ça veut dire que soit on les sort de la société civile et on leur trouve autre rôle dans la société. Non, je pense qu'ils font partie de la société. Ce sont même, je dirais, des médecins de la société. Parce que quand ça va péter, quand il y a crépitement d'âme, quand il y a des foyers, ce sont eux qui, par la parole de Dieu, arrivent à jouer sur les consciences. C'est des veilleurs de conscience. Mais pourquoi les exclure de la gouvernance d'un pays? Il faut qu'ils soient là pour aussi tirer la sonnette d'alarme pour dire à l'allure où vont les choses, ça peut nous amener à une guerre ou bien, attention, il y a risque. Parce que quand ça pète, ce sont eux qui sont débordés, les églises. Et quand ils ne parlent pas, c'est nous-mêmes qui disons, ah oui, les évêques ne parlent pas, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils se prononcent. Mais quand ils parlent, on dit non, pourquoi ils doivent parler, pourquoi ils doivent se prononcer sur la gouvernance du pays. Et puis, bon, la conférence épiscopale, je pense que c'est une tradition dans quand même beaucoup de pays, en Afrique, de façon saisonnière. La conférence épiscopale se réunit et se prononce sur l'actualité. C'est connu de tous. Moi, je ne sais pas là où il y a le... C'est vraiment tranché dans ce pays. Ouais, mais quand même, qu'est-ce qu'il dénonce? La façon dont le processus électoral veut s'organiser. On dit non, la direction ou le sens que vous prenez, attention, il y a risque. Il faut corriger. Si les gouvernants savent que ce qu'ils disent est pertinent, ils n'ont qu'à
jouer sur ces leviers-là et corriger ce qui est à corriger. Moi, je ne vois pas là où il y a la polémique. Bon, moi, j'ai essayé de lire le communiqué. C'est quand même... c'est un bon texte. C'est un bon texte. Et ce qu'il dénonce, c'est quand même fondé. On dit, pourquoi vous voulez empêcher les pauvres populations à aller assister, par exemple, à un dépouillement sous prétexte qu'il y a Covid? Parce que depuis mars 2020, vous avez déclenché un couvre-feu dans le pays. On ne voit pas le fichier électoral. Vous voulez que l'armée aille voter en anticipé. Mais comment vous voulez extraire la liste de l'armée de la liste électorale générale? Donc, voilà autant de préoccupations que les gens ont mises sur la table. Donc, c'est aux dirigeants de savoir, est-ce que ce que dit l'Église, quels sont les points qu'on peut rapidement corriger, ou bien les appeler, échanger avec eux et leur montrer ce qu'ils sont en train de faire. Ah, ce que vous avez fait dans votre communiqué, non, vous n'avez pas raison, totalement raison. Voilà. Vous avez manqué d'informations par rapport à tel aspect. Et je pense que le ministre porte-parole du gouvernement a quand même répondu. Où est le problème? Donc, moi, je pense que c'est un faux fuyant. C'est parce que les dirigeants ne sont pas de bonne foi. Dans beaucoup de pays en Afrique, ça se passe soit. Pourquoi sont-ils allergiques à la critique? Oui, ben, surtout venant des conférences épiscopales, parce que Jacques l'a dit tantôt. C'est une force, hein? C'est une force. Il faut le reconnaître, c'est une force. C'est une force. Au point où certains aient pu prendre des initiatives pour en tétaniser dans certains pays pour le moment. Ah oui, de sorte que c'est amorphe, c'est au point mort. On ne reconnaît plus cette conférence. Mais ils ont du charisme, non? Ils ont du charisme. Ils ont été formés. Mais justement, à se demander de quoi ont-ils peur. Ces évêques-là, excusez-moi de le dire, un évêque, quand même. Un minimum de courage. Et oui, a dit le Christ, qui me suit prenne sa croix. Mais il ne veut pas porter la croix là, et avec le peuple. Parce que, a priori, ils doivent être du côté du peuple, des opprimés. Et non du côté de ceux-là qui s'érigent non seulement en donnant des leçons, mais qui terrorisent leur population. Donc vous comprenez bien, cette conférence du côté de l'Afrique centrale, ça se réveille là, parce qu'il y a 2 ans, au niveau de la RDC également, les évêques ont pris position par rapport à cette élection présidentielle-là, bien que on ait proclamé des résultats. Mais ils sont demeurés fermes dans leur position, parce que ils disent que finalement, ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais ils l'ont dit quand même. Et ils ont dit, ils ont pris position. Oui, à des moments donnés, il faut que dans nos pays, les populations sachent quelle est la position réelle de l'Église, quelle est la position réelle de nos chefs traditionnels, et ainsi de suite, des notables dans le pays. C'est aussi cela, parce que lorsque les crises surviennent et lorsqu'on n'en peut plus et qu'on tient à fumer le calme de la paix, on a recours à ces notables-là, à ces chefs religieux. Alors, mais pourquoi est-ce qu'en amont, il ne pourrait pas être proactif, avoir de l'entre-gens, intervenir à temps et à contre-temps, comme on le dit dans la parole, pour véritablement rappeler à l'ordre cela qu'on doit rappeler à l'ordre, faire voir aux dirigeants ce qui ne va pas, et s'il y a lieu, demander, exiger qu'on corrige le tir. Comme ça, demain, lorsque un drame, une situation vraiment déplorable surviendra, pour acquis de conscience, en son temps, la conférence épiscopale a dit, a averti et a prévenu. Jacques, Encore que quand vous suivez bien leur communiqué, souvent sortis de ces rencontres-là, vous allez toujours remarquer qu'ils essayent d'être équilibrés. Ils critiquent, mais dans le même temps, ils arrivent à toujours apprécier ce qui a été fait de bien par le pouvoir en place. Et ça... Parce qu'il y en a, hein? Parce qu'il y en a. On fait du bien. Ah, absolument. Oui. La preuve, je vous lis un passage. On dit que la conférence épiscopale du Congo a salué les avancées enregistrées dans le pays en matière de sécurité, de construction des infrastructures diverses, routes, universités, de lutte contre le coronavirus. Ils ne sont donc pas de mauvaise foi? Donc, ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils ne critiquent pas pour critiquer. Donc, pourquoi on doit être allergique? Pourquoi on veut prendre seulement un bout et jeter l'autre bout parce que ça n'arrange pas? Non, je pense qu'il faut prendre du recul et cesser de voir ces acteurs-là comme des menaces. Ce n'est pas parce que je me prononce
sur l'actualité politique de mon pays que je suis tout de suite politique. Non. Et c'est ce mélange de gens que beaucoup font, je pense. La conférence dit, Adrien, qu'on veut l'alternance. Et le porte-parole du gouvernement dit, mais l'alternance, ça passe par les urnes. Les urnes, c'est pas eux. Adrien, Justement, de quelle une parle-t-il? c'est profond. Lorsque la conférence épiscopale va jusqu'à dire qu'on a besoin de l'alternance ou qu'on veut l'alternance, mais ça a tout dit. Vous comprenez bien? Donc, il faut dire que ce ministre-là, ce porte-parole, visiblement a manqué d'arguments. Et lui-même, il sait qu'il n'a pas d'arguments à faire valoir. Et dit, vous passez par les urnes, ça ne trappe pas dans la Oui, rue. parce que je vous ai dit, ces clichés-là, nous les connaissons. Moi, je vous ai dit ici, je ne me fais aucun mystère par rapport à ces élections. Ils sont gagnés d'avance par ceux qui les organisent en Afrique. La plupart, dans la plupart des pays africains, ceux-là qui sont des affaires, qui préparent, organisent les élections, ils les gagnent avant même que nous n'allions dans les urnes. Oui, il arrive quelques rares. Vous avez du génie par ici. Non, justement, et quel génie. C'est vrai qu'il arrive quelques rares fois et cas où lorsque le peuple n'en veut plus, c'est qu'il n'en veut plus. Vous avez beau tout faire, lorsque le peuple n'en veut plus, il n'en veut plus. Alors pour donner une bonne conscience au gouvernement, le même porte-parole du gouvernement dit qu'aucune démocratie au monde n'est parfaite. Il dit qu'à travers le monde, des exemples de crise post-électorale qui nous parlent suffisamment, y compris pour des démocraties multiséculaires. Oui, mais certainement qu'il veut faire allusion à ces pays-là. Aussi, j'ai envie de parler de Trump. Voilà, exactement. Il veut parler des États-Unis, mais... Même là-bas, on peut se absolument. Il y a d'autres qui citent même comme exemple, comment elle s'appelle, Angela Merkel, parce qu'elle est restée tout le temps chancelière en Allemagne. On dit oui, vous ne parlez pas du cas de l'Allemagne, dans la chancelière est là depuis un bon moment. Ouattara l'a dit, Voilà. C'est de lui qu'il s'agit, justement. Ce n'est pas la même chose. Sans gêne, Sans gêne. Non, c'est une parade tout trouvée, et puis ce n'est pas bien pour l'Afrique. Je pense que non, il faut pas tolérer ça. Il faut copier ce qui est bien. Et quand il parle d'alternance, quand il parle d'urne, il faut quand même un minimum en matière d'élection. Le minimum, c'est quoi? Permettre qu'il y ait beaucoup qui se présentent pour laisser libre choix aux populations d'aller choisir qui elles veulent. Mais ici, c'est que les gens n'ont pas le choix. On leur présente des candidats qu'ils connaissent bien, ils les connaissent bien, ils ne se retrouvent pas dans ces candidats-là. Donc ils n'ont qu'à envoyer leur candidat, non? Exactement, mais le problème est qu'on verrouille tout. On met en place des mécanismes et on fait en sorte que vous n'ayez jamais accès à l'expression de votre vote. Vous voulez voter, mais on vous empêche, on crée des choses, on met en place des mécanismes. Donc, c'est cela que la conférence épiscopale réclame au Congo-Brazzaville, parce que depuis plusieurs années, on ne voit que le même homme à la tête du pays. Il est le plus intelligent, non, Adrien? Voilà. Non, pourquoi il est toujours là? Non, je vous ai... Bon, sans lui, pas de Congo. C'est mon idée, c'est mon opinion. Elle n'engage que moi. Mais après décryptage, la conclusion à laquelle je suis parvenu, c'est que il y a certains chefs d'État, ils ont peur. De quoi? D'être jetés en prison après avoir quitté les affaires, parce que ils ont rendu à l'évidence, in fine, que ils ont tellement donné de coups que ceux qui les remplaceront leur en donneront autant. Donc ils ont peur. Et certains, c'est ça qui fait que certains, ils veulent bien quitter, mais lorsqu'ils ne sont pas sûrs d'avoir assuré les arrières, donc ils préfèrent mourir au pouvoir. Parce qu'ils se disent que lorsqu'ils quittent, avant même que de mourir, mais on pourrait les maltraiter après, des faits et des situations pour les rattraper. Donc, ce me semble, il semble que c'est l'un des détails. Mais on peut commencer à bien faire dès qu'on constate que, franchement, je me suis égaré tout le temps. Ça suffit maintenant. Oui, au crépuscule de son mandat et regagner la confiance. Il y a aussi l'ivresse du pouvoir. Oh, les honneurs. Il y a également cela. Il y a les honneurs. Ça enivre vraiment. Ah oui, ça enivre vraiment. Ça enivre. Au point où vous êtes méconnaissable. En fait, c'est ça qu'il s'agit. C'est comme une sorte d'opium. Lorsqu'on vient accéder, non, permettez-moi seulement d'y accéder. Il faut être Nelson Mandela. Il faut être Nelson Mandela en Afrique.
Hein. Il faut être Nelson Mandela pour faire un mandat pour faire un seul mandat et partir. Nelson Mandela, c'était sur un plateau d'or. S'il le voulait, c'était sur un plateau d'or. Il resterait à vie. Il à vie. Encore que lui, vous comprenez bien. Donc... Jacques. Oui. Non, je pense que les dirigeants, comme vous l'avez dit, peuvent faire autrement les choses. On peut avoir une nouvelle génération de dirigeants, hein, des dirigeants qui viennent au pouvoir et qui vraiment respectent, on ne dit pas à 100%, mais si déjà à 75% ou à 80%, on peut respecter les institutions qui sont en place, les tests qui sont en place, je pense que l'Afrique peut faire de grands bons et épauler. Mais tout ce beau monde-là se trompe à la fois. Le président, les ministres, les... Non, mais ça, c'est une particularité en Afrique. Vous savez qu'en Afrique, c'est tout autre chose. Tu me nommes, je te suis redevable. Ça, là, ce n'est pas encore... Même ma vie. Bien sûr. Je suis prêt à lécher tes bottes. Tu peux m'envoyer, même dans les missions les plus difficiles, je peux aller le faire. Les corvées les plus sordides, je peux le faire. Donc, on est à ça encore en Afrique. Il faut qu'on travaille véritablement les mentalités. Bon, c'est vrai que parfois, ça finit très mal, mais bon, c'est qu'ils n'en tirent pas forcément le son, parce que peut-être ça tue à côté, il y a soulèvement à côté, d'autres quittent le pouvoir par humiliation, mais on ne tire pas le son de tout cela, et on fonce jusqu'au jour où le souffle vous lâche. Non, il se fait que parfois en Afrique, le chef d'État élu, il est tout tranquille, mais ce sont ces sbires, ces lieutenants et autres là, collaborateurs qui vont lui proposer même, Monsieur le Président, mais vous pouvez régner ad vitam aeternam. Bien sûr. S'il est intéressé, mais comment? Alors, on taille des lois. Il faut tailler des lois sur mesure. C'est simple. Le Parlement suit. Oui. Parfois, il y a des chefs d'État, mais qui sont animés de la meilleures bonne volonté, intentions. oui, des meilleures intentions qui soient. Mais les lieutenants, les SBI et autres collaborateurs vont dire, Monsieur le Président, c'est très intéressant cette affaire-là. Vous pouvez rester au-delà même de 2 mandats, Monsieur le Président. Alors, le modus operandi, on dit non. T'as tellement de lois, parce que c'est ces lois qu'on va vous opposer, quand vous allez vouloir descendre dans la rue ou faire toutes sortes de manifestations. On vous oppose cela. Et comme vous l'avez dit, le Parlement suit. Le Parlement qui, à contrario, devait contrôler l'action du gouvernement, devait être... Non, vous n'êtes pas surpris en Afrique d'entendre certains parlementaires dire, mais qu'ils défendent le plan d'action du gouvernement. Oh là là, le monde à l'envers. Ceux-là qui sont chargés de contrôler. Parce que dans une république, à ce que je sache, c'est une caricature, le Parlement devait être le gendarme qui représente tout le peuple, toute la population, face à un pouvoir qui agit, qui est dans l'exécutif. Mais le gendarme vient dire, le gendarme qui est censé contrôler, vient dire que lui défend déjà à l'avance. Alors là, vous comprenez bien, il y a un mélange de gens. Où êtes-vous là, Jacques? Oui, on donne même les moyens, c'est-à-dire le Parlement, qui est le peuple, donne les moyens, que ce soit financiers ou autres, au pouvoir et refuse de contrôler ces moyens qu'il a mis à disposition du pouvoir. On peut l'utiliser comme... le pouvoir peut l'utiliser comme bon lui semble et se refuser d'aller lui rendre compte, il s'en fiche. Donc voilà, là où nous en sommes, il faut véritablement un sursaut patriotique pour corriger les donnes. Nous passons au Niger avec le président Mahamadou Issoufou, le sortant. Il dit exactement ceci. Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à transmettre le pouvoir. Jacques. Oui, je pense que, bon, à tout seigneur... Fierté légitime? Je pense qu'on peut déjà féliciter Issoufou Mahamadou qui a tenu parole. Parce que c'est très rare. Monsieur Lamoussou le rappelait tantôt, il y a des turiféraires qui sont là, qui... peut vous dire, allez-y. En 2018, il y a 2 acteurs de la société civile qui ont dit à Issoufou Mahamadou qu'il peut encore briguer un 3e mandat. Mais il n'a pas hésité à les jeter, à les interpeller devant la justice. Ils ont répondu, ils ont été condamnés. Donc, c'est déjà un signal. Et il a répété maintes fois, je serai le premier président de l'ère démocratique à transmettre le pouvoir. Même si tout ne s'est pas passé comme, on l'aurait souhaité, il y a eu des violences, des contestations un peu partout, mais on peut quand même déjà dire qu'il y a changement de tête, tout au moins,
à la tête de l'État du Niger, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1960. Je pense qu'il est à applaudir. Et il faut que d'autres chefs d'État suivent ce modèle. C'est vrai, d'aucuns diront que c'est le même parti. Et puis, l'affinité entre Bazoum et son prédécesseur, désormais, l'affinité est grande. Mais c'est déjà bien qu'on ait un autre homme à la tête du Niger. Et je pense que Mahamadou Issoufou est à applaudir au-delà des résultats. Bon, c'est vrai, le Niger reste l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. L'indice de développement humain n'est pas du tout favorable au Niger. Mais moi, je salue cet engagement, cette parole donnée qui a été respectée. Il est fier de lui. Oui, il est fier de lui. Il devrait l'être davantage. Et je lui ai applaudi plus si on avait permis quand même à un autre candidat de taille de prendre part à cette élection. Mahamadou ne peut pas le nommer parce que... Le vice est partout. Oui. Bon, là, le vice est partout. Parce qu'on a senti venir le danger de ce côté-là. On l'a très tôt esquinté, habilement. Et on lui a trouvé un dossier, comme cela se fait. C'est ça? Mais c'est ça. Parce qu'on savait que c'était un candidat redoutable. Depuis Tanja, Mahamadou, ex-premier ministre nigérien, redoutable également. Parce que s'il avait été là, s'il avait été candidat, parce que là également, stratagème. Bazoum n'aurait pas fait le poids, vous voulez dire? Non, pas du tout face à Mahamadou. Non. Vous savez bien, l'ancien président Maman Ousmane ne fait plus trop le poids, mais bon, avec un score honorable qu'il conteste d'ailleurs. Mais si c'était bon qu'on laisse ça à Mahamadou se porter candidat. Bon, vous savez bien, c'est vrai, tout le monde dit que le président sortant, quand même, il a honoré la parole donnée, il a respecté. C'est vrai, mais il serait rentré davantage dans l'histoire. Mais il dit, quand vous avez bien géré, il n'y a pas de quoi avoir peur. Jacques. Absolument. C'est vrai qu'on dira qu'il a su assurer ses arrières en positionnant là, parce que celui qui l'a positionné, enfin... C'est son petit, vous voulez dire? Ouais, mais près de 3 décennies d'amitié, ce n'est pas n'importe qui est au trône désormais, qui est au pouvoir désormais. Donc, il saura certainement, pourquoi pas, gérer les arrières de son mentor en griffe, si je peux le dire ainsi. Moi, je continue de saluer le président, disons, sortant, Issoufou, parce qu'il a au moins permis, attention, à un ancien chef d'État de revenir et d'aller à la compétition. Ce n'est pas gagné d'avance. Il a permis à un ancien chef d'État. C'est interdit? Non, ce n'est pas interdit, c'est l'idéal. Mais ailleurs, peut-être qu'il serait en exil, ou bien peut-être qu'on l'aurait empêché, soit son dossier serait... on trouverait quelque chose à lui coller, soit le dossier n'est pas au complet, ou bien peut-être le jour de l'élection, on va barricader. Faut lui trouver un dossier pour parler comme Adrien. Oui, pourquoi pas. Mais c'est ça même qui prouve plus ou moins la crédibilité de l'élection. Parce que c'est quand même un candidat de taille. Au-delà de ce que, Mahamadou n'a pas pu se présenter, c'est vrai, il faut déplorer cela. Mais Ousmane, je pense que c'est un candidat de taille. Même s'il continue de contester, au moins, le président Issoufou aura le mérite de l'avoir laissé compétir. Et c'est déjà bien pour la démocratie nigérienne. Et Bazoum, il félicite son challenger. Il dit, c'est pas un médiocre, c'est pas un nul, parce qu'il a eu un très bon score. Justement, un score excellent. Plus de 44. Bon, officiellement. C'est comme, plus de 44%. Lorsqu'on redoublait au primaire, je redouble avec 9 forts. 9 forts. Non, à plus de 44%, s'il me trompe. Encore qu'il conteste. Vous comprenez bien? Oui. On n'a pas fait 2%. Ceux qui sont aux affaires, non, pas 2%. Ceux qui sont aux affaires ont des longueurs d'avance. C'est sur nos tropiques, ça. Ah oui, ça aurait été en Europe là, ou dans certains pays, une fois que les bureaux de vote ont fermé et que les résultats sont affichés, vous savez, il y a plus de contestation. Mais ça fait que sur nos tropiques, sachant comment les choses s'organisent, comment on manipule la dessin parfois, les chiffres, vous comprenez bien que l'autre puisse contester. Mais le président Issoufou s'en va sans trop de casse. Il a géré, il a gouverné, 2 mandats, sans trop de casse, il s'en va. Il fait comme le Malien là, Alpha Omar Konaré.
À son temps, il est Élégant. parti. Et le gars, il est Ah, parti. Il est parti. Il vit jusqu'à aujourd'hui. Non, bien sûr. Il est sollicité. Il va et vient. Ancien président, ça Ah, existe? Oui, ça existe. Il faut bien que cela existe. Parce que il aurait fallu que lui, d'ancien président, pour que vous parveniez au pouvoir. Alors, certains viennent et puis c'est fini. Il veut demeurer au pouvoir du vitam aeternam. Alors, à propos de la présidentielle au Niger, il y a l'émission de la CENSAD, c'est Nassirou Bako, le chef de la mission d'observation, qui dit que l'élection présidentielle de 21 février 2021 s'est déroulée conformément aux dispositions du code électoral nigérien et dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties. Adrien. Satisfaisante pour toutes les parties. Alors là, c'est là où moi je mets un bémol. Je pose la question. Bon, chacun dans son rôle. C'est lui qui a vu. C'est lui qui a allé sur le terrain. Je crains qu'en face des autres partis, à part ceux du pouvoir, parce qu'ils ont dit à la victoire, et ça vaut la victoire, les autres diront non. Ousmane réagit. Justement, pas satisfaisante pour toutes les parties. Et à se poser la question sur les rôles déterminants que jouent les observateurs. Moi, je me pose désolé la question de savoir s'il faut encore envoyer des observateurs par rapport aux élections dans certains pays, où on sait que les jeux sont faits d'avance, les décisions sont pratiquement pipées. Bon, il faut quand même justifier les frais de mission. C'est vrai. C'est vrai. Et... c'est cher payé. Ah oui, il faut justifier les frais de mission. Il faut justifier les frais de mission parce qu'il a dit des fonds sont affectés pour telle opération. Bon, allons-y, il y a élection, c'est bien. C'est la période pour certains de s'en faire, de s'en mettre à les proches égales. Mais ils disent que ça s'est bien passé et Ousmane réagit. Mais pourquoi toutes les fois en Afrique particulièrement, après l'élection, il y a toujours quelqu'un pour dire ça s'est mal passé? Bon, il paraît que c'est une formule classique. Maintenant, est-ce qu'on conteste pour contester? Je pense que s'il faut parler du cas Niger, on a quand même appris et lu à travers certains médias que à Agadez, les choses ne se sont pas bien passées, au point où, à 99%, les résultats ont été favorables au pouvoir en place. 99% des résultats en faveur du candidat du pouvoir. Quand même, on peut quand même tiquer un petit peu. Tout Agadez l'aime bien, quoi. Tout Agadez l'aime fort. Bazoum. Donc là, moi, comme M. Amoussou, je mets de bémol à cette déclaration de notre compatriote Bako Arifari. Non, bon, c'est une formule consacrée. La CEDEAO, je ne sais pas, il représente quel... CENSAD. Il représente la CENSAD. La CEDEAO, c'est toujours comme ça. La formule est la même. L'Union africaine dira certainement la même chose. Si l'Union européenne avait été là-bas aussi, donc la même chose. Ils observent quoi? Ils observent quoi au finish? On les amène où on veut, non? Voilà, on les amène où on veut. Normalement, leur rôle, le devoir ne devait pas s'arrêter là. Ils devaient pouvoir se définir le cas de charge, en fait, ou ceux qui les envoient strictement. Non, il faut que nous finissions avec ce schéma classique. Ils doivent aller constater des visus par eux-mêmes dans certaines localités, ce qui s'est réellement passé. Ils ne connaissent pas le pays. Justement, et après, alors, qu'ils fassent des rapports crédibles, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas le cas. Ces genre de déclaration du rapport, parfois, viennent décrédibiliser parfois les scrutins. Oui, de bonne foi. On peut se tromper parfois, mais il se fait que parfois. Des élections s'organisent très bien. Mais puisque les observateurs, ceux qu'on envoie, les M. Bozofis et autres, étaient dans d'autres rôles hier et dans d'autres postures, et maintenant ils viennent dire autre chose, vous comprenez bien qu'on ne puisse plus leur faire confiance. Et parfois, avant même qu'ils n'aillent observer, ils sont déjà reçus par le président en exercice. Qui organise même le ça paraît anormal. Ça paraît anormal. Parce que visite de courtoisie au chef d'État. Non, vous devez rester neutre. Surtout que ce n'est pas lui, normalement, qui vous paye vos pédiables. Vous devez rester à... Vos frais de mission. Vos frais de mission. Vous devez observer une certaine distance. Parce que vous êtes là, vous êtes neutre. Et pour l'opposition, et pour la mouvance. Donc vous êtes au centre. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ils finissent ou bien ils viennent la veille. Ils sont reçus par le chef de l'État. Donc moi, je ne digère pas ça, j'avoue. Et nous sommes en Côte d'Ivoire, nous allons finir par là.
Et c'est le ministre de la Réconciliation a trouvé un bon portefeuille, le ministre de la Réconciliation. Adrien, ça vous tente ce portefeuille-là? Vous n'avez rien à faire dans la République, réconcilier. J'attends le jour où on va me bombarder. C'est bon, vous avez réconcilié. Je dois une visite à Laurent Gbagbo, c'est quoi Dieu qu'on a Bertin, ministre de la Réconciliation, qui a parlé. Qui paie ses dettes sans réciditant? Quelle dette a-t-il contracté avec M. Gbagbo? Je ne sais pas. La dette d'aller le faire revenir en Côte d'Ivoire à la mi-mars, comme on apprend là. Mais non. Il n'y a pas que Laurent Gbagbo qui soit au centre de ce qui se passe, qui se joue à Abidjan. Bon, moi j'ai déjà dit ici une fois, au moment où, oui, on l'a fraîchement nommé ministre de la Réconciliation, que face à Henri Konan Bédié, je ne pense pas qu'il puisse véritablement avoir les arguments qu'il faut pour convaincre M. Bédié. Il doit avoir la tête d'un traître devant celui qui a foiré notre course, c'est ça? Bédié pourrait lui dire ça. Et quand vous êtes devant des interlocuteurs et non des moindres, et que c'est ça qui revient, vous comprenez bien que votre mission a échoué. Vous comprenez bien? Non. Il faut bien qu'il joue son rôle, le rôle pour lequel il a été nommé. Nous verrons bien dans 2 mois, même au lendemain des législatives prochaines en Côte d'Ivoire, nous verrons bien. Il aura réconcilié également. Ah, justement, nous verrons bien ce qui va se passer. Alors, peut-on dire qu'il commence bien son job, Jacques? Bon, on l'avait prédit, je dirais, et comment ça la balade, parce que, bon... Ah, c'en est une, hein? Oui, c'en est une. Est-ce que pour réconcilier des acteurs, on a besoin de réserver une visite spéciale à un ancien chef de l'État qui, a-t-on annoncé, va rentrer d'ici quelques jours? La visite se fera où? À l'extérieur ou en Côte d'Ivoire? Ça prépare le retour. Ça prépare le retour. On veut déjà comment rentrer dans l'ère, la réconciliation. J'ai l'impression que Kakabe est en train de légitimer son portefeuille. Et puis il veut jouer certainement sur l'opinion, parce qu'il sait aujourd'hui que, enfin, je ne suis pas un institut de sondage, en tout cas, Laurent Gbagbo n'est pas vomi dans l'opinion publique nationale ivoirienne. Non, il n'est pas n'importe qui. Donc, bon, si déjà il peut faire le tout, recueillir les avis de ceux qui sont fâchés, les concilier avec ceux du pouvoir, bon, il justifie bien son portefeuille. Mais moi, bon, ça va se limiter à ça, à ces balades. Qu'est-ce qu'il veut faire concrètement? Il faut qu'il nous le dise. Adrien, voilà. Il fait le tour du monde, mais son président a dit pas de ça sans justice. Pas de réconciliation sans justice. Bon, vous comprenez bien que les serpents se mordent la queue. Vous voulez d'une chose son contraire, sa justice. Ceux-là qu'on veut juger, qui sont-ils, en fait? Eh oui, là, ils n'ont pas fini de régler l'autre équation, selon laquelle il a souvent dit que ce n'est que la justice des vainqueurs. Qu'on a vu là être mise en application jusque-là en Côte d'Ivoire. Et oui, réconcilier qui? Non, il faut dire que c'est très inextricable. Je me demande comment est-ce que le jeune ministre, le tout nouveau ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire, pourra démêler les chevaux. Je ne vois pas vraiment à la hauteur de la tâche. Il n'a pas du cran pour le faire. Je ne pense pas. Je vous ai dit que face à un Henri Konan Bédié, quel cran pourra-t-il avoir? Quel courage pourra-il avoir? Quelle dextérité pourra-t-il avoir? Pour dire quoi? Encore que... Il a sauvé la République. Et lui, alors là, la République connaîtra encore toute situation pour laquelle il faudra d'autres soldats courageux pour la sauver. Pas de réconciliation sans justice. Ça veut dire que Kakabe doit prendre au sérieux cette déclaration de son président. De son président, dont je ne dirais pas de son mentor désormais, parce que là, je ne vois plus l'importance de ce portefeuille-là. Parce que si on dit qu'il n'y aura pas de réconciliation sans justice, ça suppose déjà que son portefeuille a des soucis. On ne parviendra jamais à la réconciliation en question. Et là, Kakabe a des soucis à se faire. Soit c'est peut-être un poste juste pour le contenter, parce qu'il a joué un grand rôle. Il a su jouer le jeu avec le président Ouattara, et on l'a mis là, on dit viens manger. Parce que là, c'est comme une menace. Pas de réconciliation sans justice. Et pourquoi avoir... Alors... Mais on fait état de vos péchés d'abord. Oui, mais... Après, on vous absout, Adrien. On absout à la justice.
Est-ce qu'on absout parce que là, s'il dit... Il faut qu'il y ait faute d'abord. Oui, mais si à la justice on condamnait et on enfermait les gens, ça veut dire qu'on reprend... C'est après ça qu'on dit non, d'accord. C'est qui vient, qui balaie tout. Ah, mais là, il va falloir attendre peut-être d'ici 5 ans, parce que ça risque de prendre du temps. Et on peut le faire tout de suite, non? Non, c'est pas évident, parce que devant les tribunaux, ça prend du temps aussi. S'il y avait un titre à donner, allez-y. Mission piégée. Ah, pour KKB. Ah oui, mission piégée. KKB, 2 points, mission piégée. Il vous laisse à votre piège et puis lui prend les sous. C'est ce qui est plus important pour lui. Merci Adrien, merci à vous Jacques, à madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.